Bonsoir. Éric Ciotti, bonsoir. Bonsoir. Ça mélange les genres. Il y a même un risque de conflit d'intérêts, puisque comme l'a dit Alain, elle va, et ça sera l'un de ses premiers jobs en quelque sorte, elle devra contrôler le budget qu'elle a elle-même préparé. C'est extrêmement choquant. D'abord, ça traduit une fin de règne un peu désespérante, puisqu'on recase les copains. Et c'est manifestement la dernière mission de M. Macron, c'est décorer, promouvoir ses militants, ses proches, ses amis, ceux qui ont partagé ses intérêts, son engagement. C'est quelque part une forme de scandale d'État. Nommer une ministre en fonction et puis la nommer, puisque si on exerce et on respecte aujourd'hui le code des juridictions financières qui souligne qu'un membre de la Cour des comptes est un magistrat et que, comme tout magistrat, il n'est inamovible. Cette inamovibilité conduirait Madame de Montchalin à pouvoir rester en fonction pendant 28 ans. Pendant 28 parce que ans. c'est un poste inamovible. Ça veut dire que c'est une accaparation d'un des postes clés de la République. Aujourd'hui, on a déjà eu la nomination de M. Ferrand au Conseil constitutionnel, qui est un très très proche du président de la République. On a le Conseil d'État qui est présidé par une personnalité qui ne cache pas ses appartenances à gauche. Pardon, mais Éric on Ciotti... aura demain la Cour des comptes. Oui. Ça veut dire que, quelque part, la démocratie est confisquée. Vous dites... On érige des contre-pouvoirs en disant, quoi qu'il arrive aux élections, nous, on sera là. Oui, voilà. Mais Éric Ciotti, vous dites, on recase les copains, les amis. Mais ça s'est toujours fait comme ça. Jacques Chirac avait nommé en son temps son ancien ministre Philippe Séguin. François Mitterrand avait nommé un ancien ministre socialiste, Pierre Joxe. Rien de nouveau. Sauf erreur de ma part, Philippe Séguin a été nommé, je crois, par Nicolas Sarkozy. Mais nommé en juillet 2004. Jacques Chirac. Qui peut comparer Amélie de Montchalin avec Philippe Séguin, quand même. Donc vous demandez au président de la République de revenir sur cette nomination. Et puis c'était pour une durée plus limitée, puisque lorsque Philippe Séguin a été nommé, il était beaucoup plus âgé. C'est la compétence ou la proximité du pouvoir que vous remettez en cause? Parce qu'Amélie Montchalin est diplômée d'Harvard. C'est naturellement la méthode. Elle est économiste. La proximité du pouvoir. On est dans une fin de règne. Donc c'est pas la compétence de Madame de Montchalin que vous mettez en cause? La compétence, elle n'est pas forcément en cause. Elle reste. Vous dites aussi, par rapport à Philippe Séguin, pareil, Philippe Séguin était un ami du pouvoir en place et il a été nommé à la Cour des comptes. Pas totalement. Il était président du RPR juste avant. Pas totalement. Mais enfin, Philippe Séguin, excusez-moi, alors je suis peut-être pas objectif, mais si on en est à arriver à comparer Philippe Séguin et Amélie de Montchalin, sincèrement, Philippe Séguin est un des plus grands hommes d'État de ce siècle. Il a sans doute pas eu le destin politique qu'il méritait. Il a eu une vision très prospective sur l'Europe. Je l'ai côtoyé. C'était quelqu'un d'extrêmement puissant, d'extrêmement impressionnant. Quand on voit Madame Montchalin, petit télégraphiste du macronisme, sincèrement, à chacun ses comparaisons. Oui, mais... Moi, je n'oserais pas comparer Philippe Séguin à Madame de Montchalin. Mais pour justement qu'on arrête d'avoir toujours ces accusations de République des copains, de scandale démocratique, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les règles de nomination? Absolument. D'ailleurs, mon groupe va déposer une proposition de loi, nous en débattrons plus tard au mois de juin, visant à rompre avec cette inamovibilité, puisque nous limiterons le mandat du président de la Cour des comptes à 7 ans. Voilà, je crois mais pas son mode de nomination. Je crois que dans une démocratie, pas son mode de nomination. C'est toujours le président de la République qui nommera. Avec le contrôle du Parlement. Dans une démocratie, je pense qu'on ne peut pas imposer... Donc un mandat de 7 ans. 28 ans. Oui, elle n'est pas obligée de rester 28 ans. Avec Madame de Montchalin. Elle a le choix de le faire. Elle le fera, mais pourquoi elle partirait? C'est tellement confortable. Monsieur Ciotti, pour le coup, vous avez évoqué dans la République des copains, vous avez évoqué le cas de Monsieur Ferrand. Le cas de Monsieur Ferrand n'est pas tout à fait le même que celui de Montchalin, puisqu'il correspond précisément à la proposition de loi que vous souhaitez déposer, en tout cas à une partie, c'est-à-dire qu'il y aurait un contrôle du Parlement pour le président du Conseil constitutionnel. Et M. Ferrand a été auditionné, Assemblée, Sénat. Les députés ont voté, il est passé à une voix près. À une voix près. Ça a été serré. Vous n'avez pas tort. Et quant à Amélie de Montchalin, vous dites que le mandat est irrévocable. En réalité, pas tout à fait. Si je prends les deux exemples précédents, il est irrévocable au sens de la loi. Mais Didier Migaud... Il faut qu'elle parte de son initiative. Pas forcément. Didier Migaud, lorsqu'il était... Pas forcément. Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes,
La place a été libérée, si j'ose dire, en le nommant à la haute autorité pour la transparence pour la vie publique. Et Pierre Moscovici, qui pouvait aller jusqu'en septembre prochain, part pour la Cour européenne. Donc en réalité... Donc on enlève un fromage pour en donner un autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un président peut déplacer précisément le premier président de la Cour des comptes si le prochain président élu en 2027 ne pouvait pas Monsieur Moscovici arrivé à la limite d'âge, il a même été prolongé. D'un an, il pouvait aller jusqu'en septembre prochain. Et il a été nommé, ce qui va lui prolonger une forme de privilège à la Cour des comptes européenne. Donc vous en convenez avec moi, c'est pas de sa décision. Il a une nomination qui va être encore plus confortable que ce qu'il avait. Moi, ce que je déplore... Mais que craignez-vous surtout? Que craignez-vous avec cette nomination? Ce que je crains, c'est qu'on érige deux choses. Une forme d'entre-soi qu'installe M. Macron en nommant, non pas pour leurs compétences, non pas pour leur expérience des personnalités, mais en les nommant pour leur proximité avec lui. Et ce que je crains, c'est qu'on érige des contre-pouvoirs qui vont s'opposer à la volonté du peuple, parce que ces personnalités ont un engagement politique extrêmement marqué aux côtés d'Emmanuel Macron, et qu'ils vont naturellement être des obstacles demain si l'alternance, comme je le souhaite, se produit. Si demain nous gagnons l'élection présidentielle avec la coalition des droites RN, UDR, si demain nous gagnons les élections législatives, nous aurons immédiatement des personnalités qui devraient être caractérisées par leur indépendance, leur neutralité, et qui en fait sont des militants politiques. Et c'est pour cela que quelque part je pointe le risque d'un dévoiement extrêmement grave de nos institutions. On doit avoir confiance dans la Cour des comptes, on doit avoir confiance dans le Conseil d'État, on doit avoir confiance dans le Conseil constitutionnel. C'est l'état de droit. Si ce sont des militants politiques à la tête des 3 plus grands corps de l'État, eh bien, de notre nation, ça ne peut plus fonctionner. Alors justement, il y a le gouverneur de la Banque de France qui vient, à la surprise générale, d'annoncer qu'il quittait son poste plus tôt que prévu. C'était prévu pour juin prochain. C'est François Villeroy de Galhau, pour prendre les rênes de la Fondation des apprentis d'Auteuil. Mais alors, visiblement, derrière cette raison officielle, il y aurait peut-être l'objectif de couper l'herbe sous le pied du RN qui est susceptible d'arriver au pouvoir. En tout cas, pour l'instant, c'est Jordan Bardella, le favori de la présidentielle. Et donc, le gouverneur de la Banque de France sera nommé par Emmanuel Macron et non pas par le prochain président. Il y a un nom qui circule, notamment selon les informations de nos confrères de la Tribune, qui affirme que l'un des profils envisagés est celui d'Emmanuel Moulin. Et c'est vrai que pour le coup, Richard Ferrand, Amélie de Montchalin, Emmanuel Moulin, d'un coup, ça peut faire beaucoup. Alors, qui est Emmanuel Moulin? Emmanuel Moulin, c'est l'actuel secrétaire général de l'Élysée. Le secrétaire général de l'Élysée, par exemple, le gouvernement. Absolument. Le secrétaire général de l'Élysée, c'est le deuxième cerveau, en quelque sorte, du président de la République. C'est le président bis, d'une certaine façon. Emmanuel Moulin est l'ancien directeur de cabinet également de Gabriel Attal à Matignon, ancien directeur de cabinet ou directeur adjoint, je revérifierai, de Bruno Le Maire dès 2017 au ministère de l'économie et des finances. Donc c'est quelqu'un qui est intimement lié aux 2 quinquennats d'Emmanuel Macron et à la fabrique économique, de fait, des différents budgets. Ça va conforter Éric Ciotti dans son argumentation. Si c'est le cas, si Emmanuel Moulin remplace à la Banque de France Villeroy de Galhau. Si j'étais cynique, je dirais que ces nominations annoncent la défaite. Annonce la débâcle, puisque c'est une espèce de panique, on recase les copains. Mais ce qui est grave, c'est l'intérêt du pays. Ça veut dire qu'on va avoir, je le redis, une tentative de mettre des obstacles dans la volonté du peuple, qui se sera prononcé lors de l'élection présidentielle en 2027. Il n'y a qu'une expression de la volonté générale qui vaille aujourd'hui, c'est celle du peuple. Et on n'a pas le droit d'ériger aujourd'hui des contre-pouvoirs qui sont là pour faire obstacle à la volonté du peuple. Alors, on a Mickaël Moreau qui est avec nous, journaliste, auteur de Sa Majesté nomme, enquête sur un pouvoir présidentiel exorbitant, aux éditions Robert Laffont. Combien de personnalités le président de la République nomme-t-il? Alors, il y a des milliers de personnalités que le président de la République nomme dans un peu toutes les sphères de la vie publique. Alors, il y a plusieurs estimations qui circulent. L'Élysée, Matignon ne
peuvent pas même les comptabiliser tellement il y en a. Il y a des estimations qui convergent autour de 5 000. On m'a même donné une estimation qui va jusqu'à à peu près 10 000, jusqu'à 10 000. Donc c'est des milliers de personnes qui sont nommées dans un peu toutes les sphères de la vie publique. Est-ce qu'il y a des critères définis précisément? Alors, pas forcément. Ça dépend des postes, mais dans beaucoup de postes, en fait, il n'y a pas vraiment de critères. Donc c'est le feu du prince. Mais ça peut l'être, même si choisir de nommer, c'est pas forcément choisir des incompétents entre guillemets. Mais il n'y a pas forcément. Il y a beaucoup de postes pour lesquels il n'y a pas il y a pas de critères. Mais dans votre livre, vous expliquez que c'est pas Emmanuel Macron qui a inventé ce système, c'est un système qui date de la Ve République, le général de Gaulle jusqu'à Macron. Vous dites quand même que depuis François Mitterrand, ça s'est accéléré parce que François Mitterrand a renforcé les pouvoirs de nomination du président de la République. Oui. Et vous dites qu'Emmanuel Macron, lui, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, c'est-à-dire que c'est un directeur de casting. Il aime bien rencontrer les futurs élus. Il rencontre lui-même les candidats. C'est peut-être le président de la République qui s'implique le plus dans les nominations, même si dans la réalité, tous les présidents de la République ont beaucoup été attachés à ce pouvoir de nomination. Lui, il rencontre personnellement un certain nombre de personnes pour diriger les castings, pour choisir les candidats, même sur des postes, par exemple la présidence du Louvre. C'est lui qui avait reçu les différents candidats en tête-à-tête pour choisir Laurence Descartes. Et c'est lui qui choisit de la maintenir alors qu'il y a eu des appels à démission aussi. Et c'est lui qui aura le choix de... Donc c'est un pouvoir quand même très fort, le pouvoir de nommer des personnalités à la tête d'institutions qui jouent un rôle important dans notre pays. C'est un pouvoir très étendu, qui s'est même étendu tout au long de la Ve. Il y a même de plus en plus de postes. C'est aussi le nombre est mouvant parce qu'il y a des postes qui se sont créés, qui se sont rajoutés. Et dans la réalité, finalement aussi, tous les présidents de la République se sont beaucoup attachés à ce pouvoir. Mais c'est que des amis que les présidents, les amis politiques, les présidents nomment. Par exemple, Nicolas Sarkozy, pour prendre la famille politique d'Éric Ciotti, est-ce que Nicolas Sarkozy avait l'habitude de nommer des amis? Il y a eu des nominations qui ont été controversées. Par exemple, vous étiez, je pense, député UMP à l'époque. Il y a eu en 2010 Arnaud Klarsfeld qui avait été Conseil d'État, qui avait été au Conseil d'État, qui était juste avant conseiller de François Fillon et qui avait été battu aux législatives de 2007. Il y a eu ce qu'on appelle aussi des recasages d'anciens ministres, Ramayad à l'UNESCO. Enfin, il y a plein de noms possibles. Et dans le même temps, c'est Nicolas Sarkozy, par exemple, qui décide que le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud en l'espèce, qui était président de la Commission des Finances et qui était PS, qui nomme un socialiste. Il y a une différence tout de même entre Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, c'est qu'Emmanuel Macron, dès sa campagne et dès les prémices de 2017, assume d'installer un pouvoir de nomination qui ressemble à ce qui existe aux États-Unis, ce qu'on appelle le spoil system, le système des dépouilles. Il dit à ce moment-là que pour lui, un certain nombre de fonctions d'État doivent être proches du chef de l'État. Sauf que là, il s'en va et il nomme des proches qui vont rester. C'est l'inverse. C'est pas tout à fait la même chose. Il l'a fait tout le long. Oui, mais là, c'est plus le cas. Ces nominations de proches du président de la République au cours de son mandat me gêneraient pas. Ce qui est aujourd'hui extrêmement choquant, c'est que ces nominations interviennent au moment où il va partir et emportent des délais interminables, même extrêmement longs, et vont peser sur la liberté de son ou de sa successeur. C'est ça le problème. Vous auriez souhaité qu'il nomme des profils différents ou qu'il prolonge les existants en disant le prochain président s'en occupera? Je crois qu'il y a une forme de décence républicaine, d'élégance républicaine. C'est de dire, je termine mes 10 ans de mandat, dans la douleur pour le pays, c'est un autre problème. Je laisse à celle ou à celui qui me succédera en 2027 le choix de procéder à des nominations aussi stratégiques. Parce que, quelque part, il faut que le président élu, qui a la légitimité du peuple, et c'est la seule qui importe, puisse avoir une lisibilité sur le mandat. Mais les nominations seront aussi... Et puis, il y a aussi la compétence et l'indépendance, parce que la Cour des comptes, ça ne doit pas être forcément... Vous rappelez la nomination à laquelle avait procédé Nicolas Sarkozy, c'était un opposant. Donc, la question de l'indépendance à la Cour des comptes, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, indépendance, compétence doivent primer sur l'engagement politique. Qui est des directeurs d'administration centrale qui participent de ce spoil system qu'on pourrait installer? Moi, j'y suis assez favorable parce qu'on n'a pas à avoir des directeurs qui sont nommés par d'autres pour mettre en place la nouvelle politique. Mais après là, on est quand même dans des institutions qui sont quelque part un peu les piliers de la République, qui sont inscrits dans la Constitution. On n'est pas dans une simple autorité administrative où on est quand même la Cour des comptes, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, c'est pas rien. Mickaël Moreau,
il y a une nomination d'Emmanuel Macron qui n'est vraiment pas passée, c'était celle de Philippe Besson, l'écrivain. Qui était retoqué par le Conseil d'État, c'était pour le consul général de Los Angeles, ce qui est très rare que le Conseil d'État doive retoquer une nomination. Donc c'est possible quand même. C'est possible, même si c'est rare. Et même si dans les faits, Emmanuel Macron a beaucoup revendiqué d'avoir moins recasé finalement que des prédécesseurs, même s'il l'a recasé aussi, mais qu'il y a eu des périodes sous Jacques Chirac, sous François Mitterrand, où il y a eu des moments de recasage quasi industriels. Vous parliez tout à l'heure aussi du Conseil constitutionnel. En fin de règne, c'est déjà arrivé d'avoir un très proche nommé. C'est en mars 2007, quelques jours avant l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, que Jean-Louis Debré est nommé. On parlait aussi Chirac. Mais voilà. ça interroge justement, notamment, et là, ça imposerait... Mais à l'époque, vous l'aviez pas dit. Ça imposerait une réforme constitutionnelle. Il faut sans doute revisiter ce process de nomination, ce process avec de un contrôle nomination, parlementaire. et notamment qu'il soit assez en conformité avec la durée d'un mandat. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et on prendra des initiatives parlementaires dans ce sens. C'est vrai que nommer un président du Conseil constitutionnel dans les derniers mois d'un mandat, Oui. quel qu'il soit, il y a quelque part quelque chose de choquant. Et si on supprimait la Cour des comptes, puisque aucun pouvoir Ça coûte 200 millions. ne tient compte des rapports de la Cour des comptes, les déficits se creusent malgré tous les avertissements de la Cour des comptes. Oui, on peut Remarquez, s'interroger sur l'efficacité. C'est pas une question que je considère comme tabou. Vous savez, j'ai porté dans mon programme... Quand on est rue Cambon, 14 500 euros de salaire, plus tous les frais, 220 millions de budget, tout ça pour des rapports qui terminent au fond d'une armoire, Monsieur Ciotti. Donc, il y a des nominations très politiques qui en effet interrogent. Et en tout cas, si on regroupait le Conseil constitutionnel, c'est à part. Le Conseil constitutionnel, il est garant de l'application de la Constitution, mais les corps de contrôle ou les juridictions, le Conseil d'État est à la fois un corps de conseil du gouvernement et une juridiction administrative, la question peut se poser. Pour moi, elle n'est pas taboue. Moi, je prône qu'on supprime les 2/3 des autorités administratives indépendantes, qu'on supprime... Ce qu'on appelle les fromages de la République. Les 2/3 des agences de l'État. On a besoin de faire un grand ménage et beaucoup d'économies, donc c'est pas quelque chose qui me choquerait. Dans tous les cas, ce genre de nomination accroît le fossé entre les Français et l'élite. C'est ce que montre d'ailleurs Nargis Adji, vous allez nous le dévoiler, ce nouveau rapport du CEVIPOF, le centre d'enquête sur la vie politique française. On va regarder le détail des chiffres avec vous, Nargis. Oui, et chaque année, le CEVIPOF mesure le rapport des Français à la politique, aux institutions et aux élus. Et conclusion, cette année encore, la défiance progresse. D'abord, la politique en général. 78% des Français disent ne pas avoir confiance, pas du tout, ou plutôt pas, dans la politique de notre pays. C'est 4 points de moins qu'il y a un an. Et c'est bien plus que nos voisins européens. Vous allez le voir, 60% de défiance en Italie. Au Royaume-Uni, 56%, 55% en Allemagne. Et donc la France est première avec 78%. Et si on regarde le système démocratique plus généralement, qu'en disent les Français? Eh bien là encore, vous allez le voir, le jugement est plutôt négatif. 76% des Français estiment que la démocratie fonctionne mal, soit plus de 3/4 des Français. Mais, et c'est la seule bonne nouvelle, ce chiffre recule de 8 points sur un an. Enfin, la confiance selon les élus, plus l'élu est haut placé et moins il inspire confiance. Le maire reste la figure politique la plus appréciée. 60% des Français disent être plutôt satisfaits de leur maire et de son action. La confiance, vous le voyez, chute en dessous. 34% seulement pour les députés et enfin seulement 18% pour le président de la République. Un niveau très bas, encore en recul cette année. Le maire reste la figure préférée des Français. Vous êtes candidat à la mairie de Nice face au maire sortant Christian Estrosi. Mais c'est une élection ou c'est une guerre? C'est une guerre où tous les coups sont permis entre deux anciens amis. C'est une élection que j'aborde moi très positivement. C'est pas du tout une guerre. On a un beau projet, une belle équipe. Vous êtes niçois, donc vous regardez ce qui se passe à Nice. Mais je précise que je vote à Paris. Notre campagne, oui, j'ai essayé de vous convaincre, mais notre campagne, elle est positive. Le maire, c'est naturellement un élu qui doit recueillir la confiance, le soutien. C'est plus le cas du maire de Nice. C'est pour ça que les Niçois veulent changer. Mais j'ai l'impression que cette guerre est sans merci. C'est-à-dire, tous les coups sont permis. Parce que finalement, vous avez été très proche politiquement. Là, est-ce que